Alors moi, j'adore venir à la Ménardière. Et donc, je suis déjà venue l'année dernière. Je reviendrai volontiers l'année prochaine si vous refaites une journée. Et je trouve que c'est vraiment tout à fait intéressant de voir comment vous évoluez tous. Parce que j'ai reconnu là des gens du CNAV de partout, de Pau, de Foix, du Tarn, que j'avais rencontré déjà l'année dernière, de Toulouse bien sûr avec Padrigue, et puis bref j'en oublie plein, mais de Lyon avec Françoise qui m'a accompagnée jusqu'ici. Donc je trouve que c'est terriblement CNAV. Donc CNAV, c'est pour ça que ça me plaît bien. Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Voilà. Et donc, je m'inspire, je me nourris de ce que j'entends ici, de ce que je vois ici, ce que j'observe et de la façon dont les choses se développent et dont vous ressentez les forces, les limites, etc. Sur cette question notamment de l'habitat partagé, mais sur plein d'autres sujets que j'ai pu évoquer avec les uns ou les autres en étant là. Donc, merci beaucoup de m'avoir associé à votre journée. Et bravo à Padrigue pour son animation qui est toujours aussi magnifique. Et voilà. Et donc, après, on peut parler plus spécifiquement de l'habitat partagé, ou du CNAV. Je ne sais pas de quoi vous avez envie qu'on cause. À vous de me dire. Et je répondrai très volontiers à vos questions. Puis après, je vous en poserai quelques-unes. Première question ici. Attends, pardon. Bonsoir, c'est Annie du CNAV Vallée d'Ossau. La question, je vais tout de suite à la question qui fait mal. Le CNAV, association collective, comment peut-on exister? Soit on est association et on est bordé, englué dans les normes, voilà, il faut rendre des comptes, etc. Mais on est un peu financé. Soit on est collectif, on est pauvre, on est libre. On le vit, hein, en ce moment, on le vit. Comment le CNAV, quelle est l'évolution que le CNAV propose de ce côté-là? Moi, j'aime bien le côté collectif, mais comment se fait la soudure entre le CNAV national et les antennes locales? Merci pour la question. Alors, quelques éléments de réponse, hein, pas forcément de réponse définitive. Nous avons fait le choix au début, après le premier contre-salon du CNAV à Paris en novembre 2023. Nous avons, devant le succès, devant le fait que beaucoup d'entre vous étaient venus au contre-salon et ont envie de développer une antenne locale chez eux du CNAV, on s'est dit, ce qui est important, c'est que chacun vive et développe le truc comme il veut. Et sans donner des guidelines nationales venues d'en haut et qui s'appliquent à tout le monde. Il nous semblait que c'était ça la vitalité des gens qui étaient là et qui avaient envie de continuer dans l'aventure CNAV. Et donc on s'est dit, il faut laisser cette liberté, elle est très importante, et en plus elle correspond bien, comme vous l'avez dit, à ce temps nouveau de la vieillesse que nous sommes tous en train d'apprivoiser, chacun pour nous-mêmes, comme on peut, dans notre propre secteur. Et donc, on a fait le choix de ne pas se créer en association et de laisser ce mouvement se développer comme il allait envie de se développer, comme vous alliez le faire se développer partout sur le territoire. Aujourd'hui, 4500 adhérents au CNAV, 35 groupes locaux, plus 10 en voie de réflexion, d'émergence, etc. Plus au sud qu'au nord, mais quand même, ça commence à venir aussi au nord. Et moi, je pense que si on en est là, c'est parce qu'on a fait ce choix du mouvement et pas de l'association. Parce que du coup, chacun s'est senti libre, a eu envie de faire, et il avait toute liberté de faire ça plutôt sous forme de café littéraire, de débats collectifs, de réunions comme celle-là, etc. Et voilà. Donc, évidemment, peut-être que dans le futur, va se poser la question de comment on continue, notamment si on veut véritablement avoir une influence politique, qui est quand même un de nos objectifs. Mais parce que si on veut avoir une influence politique, il faut avoir des porte-paroles. Et qui vont être ces porte-paroles?
Est-ce qu'ils vont être élus, pas élus? Est-ce qu'il y a un président, une présidente? Je ne sais pas moi. Et donc, voilà, toutes ces questions vont se poser, elles vont se poser régulièrement. Nous avons, après le contre-salon de Paris en novembre 2023, on s'est donné 6 mois pour se doter d'une gouvernance. Cette gouvernance a été adoptée au printemps 2024 et on s'est donné 2 ans de fonctionnement avant de la remettre en cause. Donc les 2 ans de fonctionnement, ça sera juin 2026. On n'est pas loin. Voilà. Donc d'ici là, l'idée c'est de faire, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais une journée de travail sur qui sommes-nous, c'est quoi l'identité CNAV 2 ans plus tard. Ça sera en mars-avril, après les élections, probablement à Paris, parce que c'est plus simple pour tout le monde de venir là, mais je ne sais pas encore si ça sera à Paris. Vous y êtes cordialement invités. Et l'idée, c'est justement de se poser ces questions-là. Qui sommes-nous? Comment voulons-nous exister collectivement, publiquement, sociétalement, politiquement? Et comment on s'organise pour ça? Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Peut-être pas tout à fait sur l'axe des ressources et des finances. Alors, sur l'axe des ressources et des finances, nous avons au plan national une association support, parce que les gens qui veulent nous financer, ils sont bien obligés de donner du fric à quelque part. Et donc, cette association support, elle est composée de 5 personnes qui sont purement des gestionnaires de l'association. Et on l'a créée au moment où on a fait le premier contre-salon pour engranger les subventions qu'on nous voulait nous donner. Et voilà, donc c'est cette association support qui gère aujourd'hui le budget du CNAV national. Ce budget étant absolument ridicule. Et il a les reliquats de dons qui avaient été donnés au moment du contre-salon. Et il fonctionne sur un certain nombre de dons des adhérents spontanés. Sur Helloasso, vous avez dû être sollicité là-dessus. Et un certain nombre d'entre vous ont participé à ce financement. Et voilà. Et donc, je ne sais plus les chiffres exacts. Je passe sous le contrôle de Patrick qui doit les connaître aussi bien que moi. Mais en gros, on a 15 000 euros en caisse. Et ces 15 000 euros, on a décidé de recruter une assistante administrative 1 jour par semaine pour constituer le fichier, parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient adhérer au CNAV qui se perdaient parce qu'on ne leur répondait pas, etc. Pour monter des dossiers de subvention, de demande de subvention pour le CNAV. Parce que ces dossiers de subvention, comme vous savez, il faut mettre plein de pièces administratives, il faut, etc. Bon. Donc cette dame nous aide et on la paye pour ça, bien sûr. Et voilà. Et le reste du budget, on cofinance le salon de Bordeaux, on participe au financement de Bordeaux parce qu'ils ont bien besoin de ça et qu'aujourd'hui c'est très difficile d'obtenir des subventions sur ce genre de sujet. Et on paye des outils de communication. Les outils de communication, c'est les badges, les affiches, les kakémonos, les je sais pas quoi, là, les fanzines et autres, tous ces trucs-là, quoi. Voilà. Et donc, théoriquement, on tient avec ça jusqu'à la fin 2000, on est combien là, 25. Mais après, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et donc, si nos dossiers de subvention marchent et qu'on arrive à les envoyer à des fondations ou à des institutions publiques capables de nous financer, bon, on aura un peu de sous, sinon on n'en aura pas. J'en profite pour vous dire que je pense sincèrement que l'ambiance n'est pas à nous aider, ni au plan particulier du CNAV, ni sur les habitats partagés, les résidences seniors, etc. Et voilà. Donc, on peut attendre des miracles, mais les miracles budgétaires aujourd'hui, pas forcément, les vieux seront en première position. Éléonore, tu avais une question aussi à poser. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup répondu. Pardon, elle a beaucoup répondu en partie, mais donc, compte tenu, si j'ai compris, si ce n'est pas une association, est-ce qu'il y a un objet qui est limité ou on va voir au gré du temps quelle spécificité va falloir développer ou comment s'organiser autrement
ou comment obtenir des compétences s'il y a besoin, ou des voilà, parce que c'est pas une association, on met on met un objet, on fait en sorte de le faire ouvert pour pas que justement après en face on nous dise ça fait pas partie de votre objet, vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire l'autre. Donc le CNAV, c'est pas que des débats comme ça. Est-ce qu'il y a un cadre, vous allez vers où, même si c'est pas quelque chose qui est directif? Est-ce qu'il y a une... C'est pas nous qui allons, c'est vous. Oui, et oui, tous mais non, ensemble mais- qu'on non, y mais- va. non, mais Hein? je dis le CNAV au nom du collectif. Alors, Où est-ce le qu'il va? CNAV, il a une charte. Voilà. Hein, d'accord. et la charte est disponible sur le site. Et l'objectif, il est très clair. C'est la parole des vieilles et des vieux. Et donc, l'idée, c'est de ne pas parler à la place des gens. Et l'idée, c'est de dire, toutes les vieilles et les vieux de ce pays ont des choses à dire, qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction de ce qu'ils vivent et en fonction du lieu où ils sont. Et c'est cette parole-là qui nous intéresse, justement pour éviter de parler à la place des gens. Moi, ce que j'ai beaucoup appris dans mon travail sur la vieillesse depuis très longtemps, c'est qu'on est plein d'idées, mais qu'elles ne sont pas du tout adaptées à ce que veulent les gens, et à ce qu'ils souhaitent, et à ce qu'ils vivent. Voilà. Et donc, parce qu'on n'a pas vécu encore la vieillesse tant qu'on ne l'a pas vécue. Et donc, aujourd'hui, la politique de la vieillesse en France, elle est pensée par des gens qui ne savent pas du tout ce que vieillir veut dire. Et ils sont jeunes, et voilà. Et souvent, ils n'ont pas eu d'expérience même avec leurs proches ou leurs parents de ce genre de choses. Et donc, ils balancent des organisations pour la société entière qui ne sont pas du tout adaptées aux personnes qui sont concernées. Donc, c'est ça l'idée principale du CNAV. C'est rien pour les vieux sans les vieux. Et c'est, voilà, disons ce que nous souhaitons, ce que nous pensons. Et si nous le disons avec suffisamment de conviction et d'arguments, peut-être nous pourrons arriver à faire comprendre au reste de la population que nous sommes encore capables de lui apporter des choses, que nous sommes encore personnes ressources, que nous faisons partie de la population et que nous avons envie d'être à notre place, rien qu'à notre place, mais à toute notre place. C'est ça un peu l'idée et l'objectif principal. Anne-Marie? Il y a une chose qu'on sent aussi, je pense qu'il faut tous autant qu'on est, qu'on ne cesse jamais d'interpeller les élus, qu'on ne cesse jamais de leur demander justement de prendre des mesures, de réfléchir avec nous, etc. On est en train, nous, de constater que malgré tout, il y a une espèce de prise de conscience. Alors c'est comme il y a plein de technocrates partout, il y a plein de gens qui pondent des rapports sous toutes les coutures qui ne sont pas forcément adaptés, mais à nous d'avoir une parole suffisamment forte et d'intervenir et de réintervenir. Il y a une mesure, il y a un truc qui a été voté par la région Occitanie, je crois que c'était le 19 décembre, c'est le projet Viure, V-I-U-R-E. Apparemment, il y a un habitat partagé qui est en train de se créer, qui essaie de se créer à Aner, dans réhabilitation d'un ancien couvent qui est devenu une maison de retraite, puis qui sont, voilà, etc., etc. Et qui apparemment sont agréés. Alors c'est extrêmement chiant, c'est-à-dire qu'il faut remplir des tas de conditions, il faut à la fois être absolument parfait au niveau environnemental, il faut à la fois être, avoir tout un projet par rapport à la vieillesse, par rapport à l'animation. En fait, on nous demande toutes sortes de choses. Mais surtout, au niveau administratif, il faut présenter des bilans. Enfin, c'est très chiant, c'est très contraignant. Mais en même temps, si la pression est suffisamment forte, parce qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a une déferlante de vieux qui est en train d'arriver et qu'ils n'ont pas les solutions et que ça ne va pas du côté des EHPAD et que ça ne va pas du côté de Domitis, qui est hyper déficitaire, qui demande du fric partout, tout part en brioche. Donc il faut reconstruire et parfois on trouve des élus qui sont plus attentifs que d'autres. À nous de gueuler assez fort, à nous de revenir à la charge et justement peut-être que le CNAV a un rôle à jouer à ce niveau-là. Chaque fois qu'on s'adresse à des élus, leur rappeler qu'il y a un mouvement extraordinaire avec 4500 personnes et même davantage qui sont en train de réclamer justement la prise en compte et le respect de la parole vieille. Je veux dire, tout ça, il ne faut surtout pas lâcher la grappe aux élus. Il faut continuer. Alors nous avons décidé juste sur ce point-là d'arrêter d'aller voir les ministres parce que, 1, rien ne se décide aujourd'hui, 2, ils changent toutes les 5 minutes,
Donc voilà, donc on a décidé de mettre le paquet sur les municipales. Et parce que il nous semble que c'est vraiment le lieu où les maires sont concernés en direct parce qu'ils le savent que leur population est de plus en plus vieille. Et donc il y aura un atelier là-dessus au Contre-Salon de Bordeaux, animé par Dominique Gillot, qui est une ancienne ministre et qui est une ancienne élue locale, une ancienne maire, une ancienne sénatrice, qui sait comment on parle aux élus, qui sait les mots qu'il faut dire pour que ça tilte, voilà. Et elle répondra à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à venir à cet atelier. Et l'idée, c'est pour l'instant d'essayer de trouver 4-5 éléments de plaidoyer qu'on porte tous un peu de la même façon dans nos différentes communes pour essayer de faire avancer le schmilblick. Mais voilà, moi, toutes les maires de mes petites communes avoisinantes là en région rurale du côté de la Gironde, ils sont hyper preneurs parce qu'ils savent pas quoi faire quoi de tous leurs vieux et en plus de ça, ça les intéresse d'avoir un vrai projet pour leur prochaine campagne. Donc allez-y, c'est vraiment le moment. Hein. Question pour Véronique. Alors, je donne Geneviève et après. Bonjour, Fabienne Trivellato, je suis retraitée et habitante de Toulouse. L'an dernier, nous avons participé avec mon ami Jean-Marc Lemaire aux rencontres nationales de l'habitat partagé qui se tenaient à Rennes. Bon, c'était un salon qui s'adressait à tout public et où il y avait sur l'ensemble de la France plusieurs exemples d'habitat partagé. Alors, moi, ce que j'ai notamment noté dans les différents ateliers auxquels j'ai participé, c'est qu'il y avait des mairies qui avaient des projets et qui étaient démarchés, entre guillemets, par des personnes, notamment des personnes âgées, des vieux, mais ces personnes-là étaient peu nombreuses. Et ces projets manquaient en fait de monde, un peu. Bon, c'est un peu ce que moi je vis à mon petit niveau dans le projet que nous avons avec des amis. Bon. Est-ce que le CNAF a des liens avec ce mouvement de l'habitat partagé qui touche beaucoup de collectivités, notamment de maires, mais de communautés d'agglos, etc., qui se posent la question de développer ce type d'habitat et notamment, pas uniquement, mais notamment pour les vieux. Merci. Alors, les 2 référentes sur habitat partagé du CNAV au niveau national sont Edith Cassan du projet coopératif des Boboyaka à Bordeaux et Virginie Reitzer d'Annecy. Elles étaient toutes les 2 à ces assises nationales de l'habitat partagé de Rennes. Et théoriquement, elles ont dû prendre contact avec les organisateurs, j'espère en tout cas. Mais elles nous en ont fait un compte-rendu, une synthèse. Et ce dossier Habitat partagé CNAV, il est sur le site du CNAV. Donc tout le monde peut y avoir accès. Vous pouvez le nourrir, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas à vous servir de cet outil qui est le site. Parce que franchement, c'est comme ça qu'on va devenir plus intelligent, c'est en partageant les questions et les réponses. Hein. On ne peut pas, une personne, tout centraliser sur tous les sujets. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des référents sur chaque thématique. Et donc, je pense que le mieux, c'est que vous vous adressiez à Virginie ou à Edith sur ces questions-là. Alors moi, je voudrais vous poser une question qui me préoccupe. Ah, non, on termine les questions. Pardon, Patrick. En fait, je me suis posé une question et puis j'ai essayé une réponse. Pourquoi on ne se constituerait pas en syndicat? Je viens de regarder. Syndicat, c'est lié à une profession, normalement. Mais est-ce que ce n'est pas une profession d'être vieux? Déjà, vu le temps qu'on y passe, à remplir des papiers, etc., faire des démarches qui sont corporatistes, liées à notre condition de vieux. D'autre part, pourquoi on ne ferait pas un syndicat de vieux? Est-ce qu'il y a une impossibilité constitutionnelle? Est-ce que, parce qu'à ce moment-là, on serait visible, choquant, mais on pourrait obtenir peut-être des subventions, je ne sais pas. Moi, je ne sais absolument pas répondre à votre question, mais en tout cas, on peut la poser et on peut y réfléchir. Moi, je vous propose de regarder quels sont les éléments de réponse, parce que je ne les ai pas plus que vous. Et voilà.
et pourquoi pas, mais ça va être compliqué, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que la vieillesse n'est pas une identité. Et justement, ce que nous revendiquons, une des choses que nous revendiquons au CNAV, c'est ça. C'est de dire que, au contraire, la vieillesse, c'est un aboutissement d'une personnalité, d'une histoire de vie, d'une trajectoire de vie et d'une identité. C'est pas une identité en soi. Et on n'a pas tellement envie d'être rangé sous la bannière des vieux et des vieilles. Une petite intervention de Françoise et après la question que Véronique va nous poser. Moi, je peux répondre pour l'association d'Habitat Participatif France. J'en fais partie, enfin, je suivais, voilà. C'est eux qui organisaient la Biennale à Rennes. Hein. Et donc, ils ont un groupe de travail senior qui se réunit régulièrement par Zoom. Hein, et donc, je crois qu'à Montpellier, il y a plusieurs personnes qui se disent, qui sont du CNAV et qui ont fait partie d'une réunion de l'AG, d'Habitat Participatif France, qui s'est fait récemment. Hein. Et je peux dire ce que j'aime beaucoup dans Habitat Participatif France, c'est qu'ils se débrouillent pour avoir des experts, de chercher dans les lois, dans toutes les possibilités, pour faire des habitats participatifs dans le social, dans les HLM, parce que c'est très compliqué, parce que les bailleurs sociaux doivent prendre les gens comme ils arrivent, hein, égalité en France. Et du coup, si quelqu'un part, quelqu'un de nouveau, une nouvelle famille ou un nouveau vieux s'amène et ça éclate le groupe. Et quand on est dans le social, on ne peut pas se lancer comme ça tous les jours dans un nouveau projet. Et ils sont très dynamiques là-dessus et je pense qu'ils participeront peut-être au contre-salon. Alors, Véronique, à toi. Alors, pourquoi contre-salon ? Parce que c'est pour s'opposer aux salons seniors dans lesquels on nous vend des couches-culottes, des petits pots hyperprotéinés et autres joyeusetés de ce genre qui nous dépriment un peu. Voilà, on a l'impression d'être traités comme des consommateurs et exactement. Voilà. Et d'une certaine façon, le CNAV s'impose comme anti-silver economy. Alors, il ne faut pas être excessif. Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent dans l'économie de la vieillesse et qui font des choses qui sont très importantes pour nous. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, arrêtons d'être les pigeons du secteur commercial de la vieillesse. On a l'impression que les salons des seniors aujourd'hui sont un peu ce qu'étaient les salons des arts ménagers pour les femmes dans les années 60, quoi. Et donc, voilà, on n'a pas envie d'être traité comme ça. Voilà. Voilà. Alors, Véronique, tu voulais poser une question à l'Assemblée. Oui. Alors, donc, j'habite Paris. À Paris, il y a aussi l'antenne CNAV. Et il y a quand même 420 membres aujourd'hui de l'antenne CNAV Île-de-France-Paris, ce qui est beaucoup. Et donc, Michel Perrin, qui est la référente de l'antenne, a fait une grande enquête et un grand travail récent où elle a demandé à toutes ces personnes quelles étaient leurs préoccupations principales, sur quoi elles voudraient travailler, etc. Les deux sujets qui ressortent, je vous fais l'histoire courte, c'est habitat partagé ou nouvelle forme d'habitat et fin de vie. Et moi, je voudrais savoir comment vous articulez les deux. Parce que c'est vraiment un des sujets qui était annoncé dans votre journée d'aujourd'hui et qui m'intéresse particulièrement. Peut-être que vous savez que j'ai pas mal travaillé sur fin de vie. Et voilà, je pense, moi, que l'articulation de ces deux sujets est extrêmement importante parce que c'est une préoccupation forte des gens. Et l'idée, c'est quand même, quand on a déménagé pour s'installer dans un habitat participatif, alors qu'on a déjà un certain nombre d'années, c'est pas forcément pour redéménager après, pour être accompagné lorsqu'on devient extrêmement dépendant ou lorsqu'on s'approche de la mort.
Donc, l'habitat partagé comme la Ménardière, et ensuite faire comme un local médical, où les pauvres, on finirait par être suivis jusqu'à la fin, sans déménager, redéménager, etc. Comme pas un hôpital, mais quand même avoir les compétences médicales pour justement arriver à l'extinction. Mais que ça soit, je sais pas moi, un local de plus. Hein. Ça va faire partie des choses où peut-être que la Ménardière y a réfléchi. Moi, je veux mourir dans mes meubles. Hein. Pourquoi un local spécial? Parce que voilà, pourquoi ne pas rester chez soi? Et justement, je veux dire, alors on a discuté, là, justement, c'est un bonheur de faire justement des chambres d'hôtes, on rencontre plein de gens, et notamment, on a passé récemment 3 jours avec 3 personnes qui venaient de Gardanne et qui ont été les premiers à faire une unité de soins palliatifs. La maison de Gardanne. Voilà. Hein? À faire une unité de soins palliatifs à l'époque où les gens qui étaient atteints du sida crevaient dans des hôpitaux en étant ostracisés de façon abominable. Voilà. Et donc, ils ont voulu faire quelque chose de plus humain. Et cette maison de Gardanne continue actuellement. Il y a plein de bénévoles. Il y a un film qui a été fait qui est extrêmement prenant parce qu'on voit effectivement des gens qui sont en train de mourir, etc. Mais pourquoi ne pas essayer d'imaginer? Parce qu'il peut y avoir, moi personnellement, je pense qu'on peut imaginer des unités volantes de soins palliatifs qui pourraient se déplacer et qui pourraient accompagner les gens. C'est quelque chose à calculer, à mettre en place et rester chez soi, rester dans ses meubles, rester avec les copains qui sont à côté, qui se relaient, donc pour que ce soit pas trop lourd pour les uns ou pour les autres, mais justement que chacun soit soutenu par la collectivité. C'est un rêve, ça peut s'imaginer comme ça, mais en anticipant, je pense que les petites maisons qu'on va construire, par exemple, elles sont accessibles handicapés, on les prévoit pour pouvoir y rester jusqu'à la fin. Après, il faut tout organiser. Et si on a beaucoup travaillé, même pas travaillé, mais si on a beaucoup cultivé, je dirais plutôt le respect des autres, la bienveillance, l'écoute, peut-être est-ce qu'on arrivera. Après, on apprend tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution idéale, on va fatalement tâtonner, mais je crois qu'il faut se poser la question et apprivoiser la mort, ne pas en avoir peur. Accompagner quelqu'un dans la mort, moi ça m'est déjà arrivé aussi, des gens qui étaient proches, etc. Et je vous assure que c'est pas quelque chose de forcément dramatique. Je veux dire, on peut en éprouver du bonheur dans la mesure où on permet à quelqu'un de passer ces derniers instants de façon pas sereine. Voilà, je sais pas comment dire. Voilà. J'ai envie de dire aussi que c'est très difficile d'anticiper, qu'il y a quand même aussi des pathologies qui sont difficilement gérables. Moi, j'ai l'exemple de ma mère qui était très vaillante jusqu'à 78 ans. Un AVC terrible, qui fait qu'elle avait une part de sa tête, mais une part où elle ne l'avait pas, handicapée physique. Je dois dire que j'ai cru que c'était moi qui allais crever. Donc la seule solution, effectivement, c'était l'EHPAD. Comment on peut réfléchir aussi à ça par rapport à des choses ou des situations avec des personnes qui ne... Enfin, je prends l'exemple de ma mère, mais comme il y en a plein, bien entendu, où on peut difficilement aussi être là au quotidien dans ce genre de pathologie, enfin d'accident en tout cas. Voilà, donc comment on peut orienter ça? Parce que là, on est tous un petit peu quand même à peu près encore en bonne santé et ça peut s'arrêter demain, mais si ça s'arrête comme ça, tant mieux. Sauf que si ça s'arrête dans des états où effectivement même l'entourage ne peut pas suivre du tout, comment on peut envisager ça, effectivement, quelles unités on peut faire, petites unités, pour qu'il y ait aussi un suivi et une aide dans ces cas-là, quoi. Y compris peut-être interpeller les institutions qui existent, comme l'EHPAD de Rieul, essayer de trouver les moyens des choses. Vous avez noué des partenariats avec les acteurs voisins? Pas encore, mais on a en liste quelqu'un de précis.
il y a des institutions qui existent et avec qui on peut essayer de nouer des relations. Nous, chaque fois qu'on a besoin de soins, d'aller dans un laboratoire, d'aller dans une pharmacie, dans le coin, on parle. On parle de ce... Je crois qu'il faut en parler avec beaucoup de monde. Et on s'aperçoit qu'il y a des soignants qui souffrent de ne pas pouvoir... qui sont des gens idéalistes, qui sont des gens qui ont un respect de l'humain et un respect de leur travail extraordinaire. Et tous ces gens-là, ils peuvent apporter quelque chose, ils peuvent nous aider à construire quelque chose d'intéressant. Et il semblerait, parce que nous avons beaucoup de relations avec notre adjoint aux vieux et aux affaires sociales de Bérat, qui est un type épatant, qui a lui-même... il est plus jeune que moi, mais enfin, il arrive à un certain âge. Mais il nous indique des choses, on peut essayer de faire des échanges et s'accompagner mutuellement. Par exemple, la mairie nous a demandé si on pouvait devenir à coup halte répit, parce qu'on a un joli parc, parce qu'on a une jolie maison. Donc le 29 août, on va recevoir pour la première fois des gens qui viendront ici pour passer quelques heures, se détendre, etc. Mais ça peut être une réflexion, c'est-à-dire que l'habitat partagé, le travail qu'on fait, la réflexion qu'on a pour nous-mêmes, elle peut s'étendre au voisinage aussi, y compris aux couples de personnes âgées qui vivent à 500 mètres et avec qui on peut bâtir des trucs et demander à des soignants de nous accompagner dans la réflexion et dans la mise en place d'outils. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est à construire, c'est du boulot. C'est pas facile, ça va pas de soi, parce qu'on est dans un... on part d'un univers qui est très individualiste, où on part que les gens dans des endroits... voilà. Et là, on essaie de réinventer autre chose. Et c'est pour ça que le CNAV est vachement important aussi. C'est parce que c'est un lieu de réflexion très fort. Et qui dit réflexion dit remise en question des choses, bon, c'est une façon de commencer la révolution que de réfléchir. Et tout ce qui se passe au niveau du 23 ANR, des Boboyaka, des Shabada à Lyon, etc., etc., tous ces gens-là se posent les mêmes questions que nous, et en échangeant par les biais justement du CNAV, on peut arriver à trouver des pistes. En plus, Véronique, elle est particulièrement bien placée pour nous aider dans la réflexion. Claudine. Merci. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que les gens ne sont pas informés. Par exemple, il y a des gens qui s'épuisent avec leur aidé, alors qu'ils auraient le droit à un lit médicalisé. Et là, tout de suite, il vaut mieux avoir le lit médicalisé à la maison que d'être obligé d'aller à l'hôpital s'occuper de son mari. Et c'est tout bête, parce que rien que de devoir habiller quelqu'un, hein, c'est très, très, très fatigant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme de ménage qui a travaillé chez des gens qui étaient Alzheimer, et c'est elle qui m'a appris et qui m'a montré, mais moi, je peux habiller mon mari et je ne me fatigue plus. Tout ça pour un lit. Et je ne savais pas qu'en tant que médecin, je pouvais le prescrire et que c'était pris en charge. Donc les gens ne sont pas informés. C'est ça. Et le CNAV, en ça, c'est formidable parce que ça permet de fédérer toutes les informations qu'on a de droite et de gauche. Tu vois ? Je confirme. C'était juste pour dire que moi, ma mère est morte dans sa chambre avec une hospitalisation à domicile avec des outils d'hôpitaux, mais dans sa chambre. Alors, je réagissais, mais j'avais demandé la parole et le micro a été intercepté. Mais très bien, c'est pas grave. Je voulais réagir à ce que disait Anne-Marie sur un possible partenariat avec la mairie et puis les vieux de Bérat. Alors, la Ménardière, c'est un lieu, je dirais, de grande réflexion, d'innovation, etc. Je voulais savoir si c'était inspirant pour des vieux qui vivent dans leur maison à Bérat. Est-ce que vous avez des retours là-dessus, etc. Et est-ce que ça donne des idées sur, voilà, comment on peut mourir, enfin... Comment on peut vivre sa vieillesse le mieux possible jusqu'au bout, mais après, quand il y a effectivement les problèmes qui étaient soulevés là tout à l'heure, et c'est être lucide que d'y penser, c'est comment ils envisagent, eux, de mourir, mais oui, chez eux, parce que tout un chacun a envie de mourir chez nous, voilà. Donc, je voulais savoir si vous aviez quelque chose en cours là-dessus, en termes d'expérience.
Tiens. En termes d'expérience, on fait par exemple des groupes de chant, on fait alors on est dans un endroit qui est extraordinaire, c'est-à-dire que les vieux de Bérat, ils nous ont pas attendus. D'abord, ils ont été jeunes, et il y a 40 ans, ils ont créé un groupe de théâtre, ils ont appris à jouer de tas d'instruments, ils font de la musique, notre maire devait passer, mais je ne le vois pas encore là. Voilà. À partir du moment, je crois qu'on vit comme on a vécu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été actif, comme à Bérat, qui n'est pas une ville spécialement gracieuse, pas spécialement touristique, mais par contre, il y a une activité culturelle extraordinaire. Les gens de Bérat font du théâtre, font de la musique, font des tas de trucs, et ont cultivé ce sentiment de solidarité tout le temps. Je vois quand une personne qui habite à 500 mètres a eu un problème cardiaque, l'adjoint au vieux a chopé sa voiture, l'a emporté à l'hôpital du coin, voilà, et peut-être que ça lui a sauvé la vie. Et ces mêmes personnes viennent au groupe de chant qu'on fait, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup, viennent quand on fait un concert, mieux interviennent sur la scène, chantent avec les autres. Donc, je crois que c'est c'est en vivant bien, c'est en préparant ça, en continuant à bien vivre et en se posant toutes les questions qui sont inhérentes à la vie. Par exemple, quand les gamins du village viennent parce qu'ils font un petit devoir et qu'ils nous disent, voilà, alors vous êtes une maison de Dieu, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Et les gamins de 12 ans, 14 ans, nous disent, on s'aperçoit qu'il y a une douleur dans leur tête, et ils disent, voilà, pourquoi ma maman et mon papa, ils ont mis ma grand-mère à l'EHPAD, et ils le vivent comme quelque chose de déchirant. Donc on se retrouve à discuter avec des gamins de 14 ans du rapport à la mort, du rapport à l'EHPAD. Et je veux dire, mine de rien, si on arrivait tous à être simplement, à parler des choses de la vie, comme on les sent, comme on les vit, je pense que c'est quelque part préparer la suite. Et c'est vrai que les vieux de Bérat, quand ceux qui veulent, ils viennent là et puis ils sont comme nous, quoi. Juste pour préciser, pour l'articulation, j'ai bien compris qu'à Bérat, il y a une culture de la solidarité et naturelle, entre guillemets. Ce qui m'interpellait, c'était la question des soins palliatifs. Qui pourrait venir ici sur la Ménardière. Et est-ce que sur l'ensemble du village, il y a cette réflexion sur les soins palliatifs? Voilà, c'était ça. Ah, on est côté. Non, mais voilà, je trouvais intéressant. Oui, ça rejoignait ma question ce matin, l'habitat partagé et la grande dépendance. Voilà. Alors qui c'est après moi? Et vous n'interceptez pas. Merci. Je voudrais parler sous Véronique, je parle un peu sous ton regard. Moi, je crois qu'il y a un problème culturel. Je suis né et j'ai grandi à la campagne. Et à la campagne, chez les vieux, la mort était présente. Et puis on nous l'a éloigné. Hein, on nous l'a hospitalisé. La mort est partie. Et maintenant, en fait, je dirais qu'il faut, c'est provocateur ce que je veux dire, décentraliser la mort, la ramener dans les lieux de vie. C'est-à-dire, il y a eu moi, je pense qu'il y a eu un mouvement culturel et je le vois là, je le vois en ce moment. Beaucoup de personnes âgées, cette année, sont décédées dans ma famille. Et je vois que on a réinstitué des rites qui étaient les rites que nous, on avait quand on était jeunes à la campagne, avec le vieux qui revient à la chambre, les enfants qui vont le voir, lui raconter des histoires. Et en fait, on s'est dit, ah mais oui, faut éviter de rendre le sujet de la mort tabou. Il faut se le réapproprier. Et moi, je pense quelque chose, un lieu d'habitat partagé comme la Ménardière, il doit aussi partager ce tabou, ou ce non-tabou.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis très, très d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut, en fait, démédicaliser la grande vieillesse et la grande dépendance et accompagner médicalement la mort, plus qu'elle ne l'est, sans l'hospitaliser pour autant. Et je pense qu'on peut tout à fait organiser ça au niveau national, mais on le fera d'autant plus que vous vous exprimerez tous là-dessus. Parce que aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de faire valoir une réflexion nationale sur la mort au bout de la grande vieillesse. Alors que quand même, ce dont il s'agit là, ce dont vous parlez, et vos habitats partagés, vous avez envie d'y vivre longtemps, et donc probablement que vous serez, je l'espère pour vous, des gens qui allaient mourir très tard. Et cette mort au bout de la grande vieillesse, aujourd'hui, elle n'est absolument pas pensée en France. Elle n'est absolument pas traitée au niveau de la loi qui est en train d'être débattue, même si on a essayé à plusieurs reprises d'alerter là-dessus. Et même si moi je pense qu'aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai dit déjà, je crois, c'est celle-là qui pose problème. Et c'est celle-là qui est la plus mal vécue souvent. Donc oui, c'est ça. Mais au-delà de ça, comme le disait Claudine, il y a cette phase éventuelle de grande dépendance. Et cette phase éventuelle de grande dépendance, pareil, nous avons beaucoup travaillé là-dessus au CNAV cet hiver, tous ensemble. Je ne vous donne pas les premières conclusions parce que nous allons présenter ça au Contre-Salon de Bordeaux. Mais véritablement, ça se pose dans l'interaction effectivement avec les habitats partagés parce que franchement, les gens, ce qu'ils ne veulent pas, c'est d'un parcours comme ça. C'est-à-dire, on va dans une résidence senior ou un habitat partagé. Après, on est obligé d'aller dans un EHPAD parce qu'on devient un GIR un peu plus important. Et dès qu'on est en GIR 4, on ne veut plus de nous dans les résidences seniors. Et ensuite de ça, quand on va dans un EHPAD non médicalisé, en GIR 2, on nous fout à la porte. Donc, il faut aller dans un autre EHPAD. Et ensuite, quand on vient à mourir, ah non, les EHPAD ne veulent pas du tout devenir des unités de soins palliatifs. Donc, elles vous envoient dans une unité de soins palliatifs ou dans je ne sais où. Et c'est un vrai parcours du combattant. Les gens ne peuvent pas vivre ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et les maisons de répit qui sont prévues dans la loi fin de vie, là, qui est en train d'être votée, je peux vous dire d'où elles viennent, parce que nous, on avait entendu ça quand j'étais au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. C'était des gens qui ne mouraient pas assez vite. C'est-à-dire qui étaient envoyés dans une unité de soins palliatifs parce qu'ils allaient mourir. Mais les unités de soins palliatifs, elles sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elles ont des ressources limitées. Et donc, leur durée d'hospitalisation moyenne, c'était 3 semaines. Donc, quand les gens n'étaient pas morts au bout de 3 semaines, on les renvoyait chez eux. Non, on les renvoyait chez eux. Et donc, souvent, c'était une catastrophe, notamment pour les dents qui n'avaient pas, qui ne s'étaient pas préparés à ça, qui n'avaient pas les moyens d'accueillir son proche en train de mourir. Donc, les maisons de répit, elles vont être faites pour ça, mais ça va signifier encore un déménagement et encore une nouvelle structure entre 2 ou 3 autres. Donc, ce parcours-là, il est vraiment extrêmement pénible pour les gens qui sont à cette étape-là. Et c'est pour ça que je vous incite à y réfléchir, parce que il faut trouver des solutions, quoi. Et les solutions passent probablement... Vous avez une association de maintien à domicile ici? Une AMDPA ou un machin comme ça? Ou une ADMR, ou je ne sais pas quoi? Oui. Alors la DMR est apparemment en difficulté financière sur le plan national et d'organisation. Mais vraiment, ce sont des associations qui aident beaucoup sur ces parcours-là et qui travaillent de façon souvent assez remarquable. Donc moi, je vous engage à essayer de créer des partenariats avec eux. Oui. Par rapport à votre question qui est le lien entre habitat partagé et fin de vie, personnellement, alors ça n'engage pas les amis qui sont mes copains qui sont dans la réflexion, Marie-Claude, Jean-Marc, mais il y a un mot qui a beaucoup perdu de sa substance, il a été dit tout à l'heure, c'est solidarité, mais il ne faut pas être dans une solidarité romantique. C'est-à-dire que dans l'habitat partagé, si évidemment, et moi-même, j'ai envie d'y finir ma vie, il faut quand même bien avoir en tête que quand la grande maladie arrive,
la grande dépendance, comme on sera tous vieux, on ne peut pas forcément s'accompagner mutuellement. Alors, à mon niveau, ça n'engage que moi, c'est soit, malheureusement, mais l'EHPAD ou l'hôpital, mais ça peut être aussi une mutualisation financière pour prendre en charge, par exemple, des gardes de nuit. Parce que je serai vieille, je ne pourrai pas peut-être m'occuper de mon ami Jean-Marc ou de ma copine Marie-Claude, mais j'aurai plus la force. Et je serai peut-être moi-même malade. Mais si on s'entend entre nous préalablement sur une mutualisation, et j'insiste, dans l'état actuel des choses financières, pour payer une garde de nuit, par exemple, l'habitat partagé peut être un support à cette nouveauté pour garder le plus possible la personne auprès de soi. Absolument, bravo. Alors moi, je voudrais apporter un témoignage justement sur habitat partagé, coopérative d'habitants et fin de vie, sur 2 coopératives, une à Lyon et une à Toulouse. Donc il y en a 2 personnes qui sont décédées dans leur habitat partagé, et l'une qui avait anticipé depuis de longs mois, même de nombreuses années, puisque c'était la personne la plus âgée du groupe. Et ça avait été vraiment beaucoup discuté. C'est un habitat intergénérationnel, il n'y a pas que des personnes âgées. Et jusqu'au bout, il y avait beaucoup d'accompagnants extérieurs, mais il y avait des aidants dans le groupe d'habitants qui se relayaient les uns après les autres pour, au début, l'aider à faire les courses ou lui préparer à manger. Et puis petit à petit, un peu plus, il y a eu des soins palliatifs à domicile. Et aussi, il y a eu contact avec la famille, même si cette personne-là n'avait plus de contact avec sa famille, pour anticiper la suite de la fin de vie. Parce que quand une personne se trouve seule dans un habitat partagé, qui va s'occuper de tout ce qu'il y a derrière dans un moment d'émotion et de temps difficile pour ces personnes qui étaient très proches de la personne qui décède. Et donc, jusqu'au bout, il y a même eu, est-ce qu'on peut payer le loyer avec son compte ? Ils ont demandé aux enfants. C'est pas si simple. C'est des choses très compliquées. Il n'y avait pas de tutelle, ni de curatelle, ni de famille derrière. Voilà. Donc ça s'est bien passé, même si ça a été un peu lourd pour les aidants habitants. Mais dans une autre coopérative, la personne n'avait rien anticipé parce que elle n'avait peut-être pas anticipé son décès aussi rapide déjà. Elle était assez peu en lien avec ses voisins. C'est pas forcément toujours le cas. On n'est pas toujours youpi tralala, on est tous potes, quoi. Et donc là, ça a été très dur pour le groupe d'habitants, très difficile. Et après, alors là, après le décès, zéro anticipation de rien. Donc voilà, l'habitat partagé, ça peut être une solution et une possibilité pour la fin de vie, mais faut vraiment que ce soit très anticipé, très parlé, très ouvert. Cette personne-là qui est décédée dans son habitat participatif avec ses aidants autour d'elle, habitants, avait vraiment travaillé là-dessus, et les autres avaient été OK pour travailler avec elle et accepter sa demande, parce que sinon il était prêt à partir dans un EHPAD si les autres étaient pas prêts aussi, parce que c'est pas si simple. Et je pense que nous qui habitons dans un habitat partagé avec quelques retraités qui vont devenir des seniors plus au fil des décennies, cette question se pose, mais elle est à se poser entre nous, mais elle est à se poser avec nos autres voisins et voisines qui sont plus jeunes et qui n'ont pas forcément cette préoccupation-là. Voilà. Après, il y a évidemment des coopératives ou des habitats partagés seniors qui ont beaucoup plus anticipé et réfléchi et partagé et discuté cette fin de vie, et puis qui ont des locaux qui se sont adaptés et qui pourront recevoir quelqu'un à plein temps pour aider. Nous, c'est pas le cas, donc voilà. Il y a plein de choses, ça tombe pas sous le sens, surtout quand c'est des bâtiments anciens, pour l'accessibilité. Mais ça tombe pas sous le sens parce que les autres ne sont pas des aidants automatiques. Ils peuvent être des aidants, mais c'est pas une obligation d'être aidant parce que l'un de nos voisins est près de la fin de vie. Voilà. Donc je pense que, comme tu disais, on n'en parle pas de la mort. C'est quelque chose qu'on a externalisé beaucoup.
Donc l'habitat partagé peut être un retour à une fin de vie entourée, mais avec beaucoup de bienveillance, d'écoute et de discussion avec l'ensemble du groupe. Je ne prends pas la parole longtemps. Juste dire, on pourrait imaginer de manière contractuelle de remplir à l'entrée d'un habitat partagé ce qu'on pourrait appeler des directives anticipées. Oui, malheureusement, ça ne résout pas exactement la question de l'organisation concrète et pratique. Vous avez une grande force dans un habitat partagé, c'est que vous habitez à proximité les uns des autres. Et ça favorise la mutualisation. Parce que le problème quand on a une grande dépendance, c'est qu'on a besoin de plusieurs heures d'accompagnement par jour pour subvenir à ses besoins élémentaires et pour pouvoir aussi continuer d'avoir une vie minimale, d'être en lien, de continuer de sortir, etc. Et on calcule qu'à peu près, au-delà de 4-5 heures de besoins quotidiens d'accompagnement, c'est assez difficile de rester seul chez soi. Ça n'est possible que si on partage cette aide avec d'autres gens à proximité. Et donc, dans un habitat partagé, où vous êtes à proximité les uns des autres, si vous êtes à plusieurs en ayant besoin d'accompagnement du fait d'une grande perte d'autonomie, là, vous pouvez mutualiser quelqu'un, même quelqu'un qui n'habite pas sur place, parce qu'il peut venir travailler la journée, et puis il peut venir travailler la nuit, une autre personne, etc. Donc c'est vraiment ce mot-clé de mutualisation qui est probablement la clé pour organiser une prise en charge et faire en sorte que les autres, ceux qui habitent à côté de vous et qui ont vieilli comme vous, soient en lien parce qu'ils ont noué des liens affectifs avec vous, mais ne soient pas en charge. Et je pense que les deux choses sont hyper importantes, quoi. Il y a la charge, et la charge, peut-être il faut que ce soit des professionnels, mais le lien et le fait de ne pas être seul, et le fait d'être accompagné et qu'on vous tienne la main au moment où vous partez, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous offrir les uns aux autres dans un habitat partagé si vous le souhaitez et si ça fait partie de votre charte. Oui. Alors oui, moi j'entends très bien tout ce qui a été dit et je le partage en grande partie, sachant que chacun est différent et que on est dans une situation où il y a quand même des choix, même s'ils sont souvent imparfaits. Mais pour moi, la question essentielle, c'est la personne qui va mourir, quelle liberté elle a de choisir sa mort aujourd'hui, avant que ce soit autour. Et pour moi, c'est l'essentiel. Personnellement, j'ai réfléchi à ma fin de vie avant de savoir la dépendance et tout ça, parce que cette liberté-là, on ne l'a pas aujourd'hui. Moi, en 1970, je suis partie à Londres, en Angleterre, parce qu'on n'avait pas la liberté d'avorter en France. Je dis qu'aujourd'hui, c'est la même situation. Si demain, je décidais pour une raison quelconque de vouloir arrêter ma vie, il faut que je parte en Belgique ou en Suisse. Et ça, c'est pas normal. Je pense que c'est l'ultime liberté qu'on doit avoir. Alors évidemment, ultime liberté, j'ai pas fait exprès, mais c'est aussi l'association qui s'occupe un peu de ces questions. Mais il me semble, ça remet pas du tout en cause tout ce qui a été dit, hein, pas du tout. Mais quand est-ce qu'on va nous donner ce choix ? Y compris, on ne l'a pas pour le moment, parce qu'il faut être malade, il faut être mourant, on l'a entendu là, pour arriver à ce qu'on nous fasse mourir d'une façon ou d'une autre. Mais si je veux, moi, décider qu'un jour, j'ai assez vécu, que ma vie s'est accomplie, alors je sais que, je sais les risques qu'il peut y avoir aussi d'utilisation de ça, mais pourquoi on m'enlèverait ce droit ? Même je vais au bout des choses. Et voilà ce que je voulais dire, et ça me semble, pour moi, aujourd'hui, c'est ça, je serai tranquille. Le jour où je saurai que, ben oui, je peux m'arrêter de vivre, ça ne veut pas dire que je vais le faire demain, du tout, mais que le jour venu, eh ben, j'aurai cette dernière liberté, et que c'est à moi à en décider.
et pas pas le médecin, voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais je l'ai à moi vraiment depuis longtemps. Voilà. Moi, je pense que c'est assez clair comme position et que tout le monde l'a entendu. Alors, vous savez que c'est la position qui avait été justement écrite dans notre manifeste. C'est-à-dire ce qu'on avait demandé au nom du CNAV et des adhérents du CNAV qui avaient participé à ce travail, c'était la liberté de choisir les conditions de sa mort, sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais ce que voulaient les gens, vraiment la grande majorité des gens qui avaient participé à cette journée de travail, je crois que Claudine était là et Françoise peut-être aussi pour en témoigner, c'est ça qu'ils voulaient. C'est la liberté de choix pour eux-mêmes. Et pour ça, il faut qu'effectivement la loi autorise le suicide assisté et l'euthanasie. Sinon, il n'y a pas de liberté de choix. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est les soins palliatifs. Donc, c'est ça que nous avons demandé au nom du CNAV. Et c'est ça que pour l'instant, nous n'avons pas obtenu. Donc, le combat n'est pas terminé. Et nous allons continuer. Et nous allons notamment refaire une journée de travail sur CNAV et fin de vie. Pareil, dans le courant de l'hiver. Pour voir où est-ce que nous en sommes. Maintenant que le mouvement s'est très élargi, si nous sommes toujours sur les mêmes positions, si nous pouvons être plus offensifs, comment nous pouvons avancer sur cette question-là. Je voulais dire, parce que de savoir qu'on peut finir sa vie quand on veut, façon de parler, ben je pense que la souffrance, elle serait mieux accueillie, elle serait mieux supportée et on n'anticiperait pas de peur d'avoir encore plus mal, et est-ce qu'on va pouvoir me soulager. Le fait de savoir que si j'arrive à un moment donné où j'ai décidé basta, parce que voilà, c'est trop, j'emmerde trop, ça coûte trop cher, puis de toute façon j'ai plus de projet à mon âge, mais de savoir qu'on peut décider cette putain de fin, eh ben, la souffrance actuelle, eh ben, je pense qu'elle serait très minimisée, parce qu'il y aurait une part de souffrance psychologique qui serait complètement nettoyée. Par le fait d'avoir cette tranquillité, de dire je vais pas rester, je peux pas me payer des grands luxes, je vais pas rester dans la chambre où ma fille, mon fils, à emmerder tout le monde, à soupirer, prier qu'elle vienne quand. Eh ben non, si je peux la décider, quand j'ai décidé que voilà, c'est le moment, ben, ça minimiserait la souffrance. Ce n'est que mon point de vue. Alors voilà, c'est quand même assez compliqué, si je peux me permettre. Moi, je suis sollicitée assez souvent sur ces questions-là, par des gens. J'ai été sollicité récemment par un monsieur qui avait 93 ans et qui pensait que basta, c'était bon comme ça et qu'il en avait ras-le-bol et qu'il avait vécu ce qu'il avait à vivre et qu'il n'avait pas envie de continuer, etc. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est qu'il faut qu'il me convainque s'il veut que je l'aide. Hein? Et si il fait comme il l'a fait, il m'a dit, je veux rester dans mon lit, et je veux que vous me teniez la main et que vous me fassiez partir. Je vous donne 10 000 euros. Non. Hein? Ce monsieur, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il a vécu. Je ne sais pas pourquoi cette idée lui est venue à ce moment-là. Il n'est pas dans un état de santé qui met sa vie en péril. Bon, certes, il a 93 ans, il a perdu sa femme il y a 2 ou 3 ans. Il a plein de petits soucis physiques, mais qui ne sont pas dramatiques. Moi, je n'ai pas à juger de si c'est le moment pour lui de partir ou pas. Mais il faut qu'il me convainque s'il veut que je l'aide. S'il veut que la société lui vienne en aide et soit là, ça ne peut pas être à n'importe quelle condition. Juste, c'est maintenant tout de suite et je vous attends la semaine prochaine. Non, ça, c'est pas possible. Et donc, c'est là que c'est compliqué. L'autonomie, oui. La liberté de choisir, oui. Mais il faut quand même que ce soit socialisé si on veut que la société vous aide. Moi, je lui dis, monsieur, vous avez 4 enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Hein? Mais pas question que vous sollicitiez mes enfants, je suis brouillée avec tous. Bon. Après, je lui dis, vous avez un médecin traitant qui vous suit depuis plusieurs années. Ah oui, mais lui, il ne veut pas en entendre parler. Bon. Et je fais comment, moi, pour savoir comment je socialise cette mort et comment je fais en sorte que la société, à travers moi, si elle participe, ne se sente pas honteuse d'avoir fait ça. Il faut que je sois convaincue que c'est le moins pire que je puisse faire pour l'aider à ce moment-là. Il y a quelque chose de cette nature-là que j'essaye de faire passer parce que, voilà, c'est pas hop, si je veux, quand je veux, comme un bébé, si je veux, quand je veux.
C'est pas tout à fait la même chose, selon moi. Peut-être vous allez trouver que je suis excessive, je veux bien qu'on en parle, mais rendez-vous compte de ce que vous demandez à la société ou à la personne qui va être le bras armé de la société. Sur ces questions, peut-être avant la fin de vie, ou qui accompagnent la fin de vie, il y a d'autres questions qui se posent et qui sont en ce moment en questionnement. C'est l'histoire des rites funéraires, de choisir comment on veut, ce qu'on veut faire de notre corps après notre mort. Alors, il y a des choses rituelles, convenues, socialisées, acceptées, légalisées. Puis il y a des choses qui, pour l'instant, ne sont pas interdites, mais ne sont pas autorisées. Par exemple, c'est la terramation, c'est-à-dire de faire de son corps un compost. Ça va avec l'idée de nourrir la terre. Enfin, c'est un mouvement qui est du même ordre que toutes ces du rapport à la fin de vie. Quelle liberté on a? Pour l'instant, en France, c'est pas possible. Il faut aller en Belgique, aux États-Unis. Mais dans tout ça, il me semble qu'il y a une évolution des mentalités à faire, à mettre en œuvre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois de la tolérance, peut-être se sortir de certaines notions morales par rapport à tout ça, qui nous encombrent pas mal, à mon avis, mais laisser la liberté simplement aux gens qui le souhaitent de s'organiser avec leur mort et avec leur corps. C'est du même ordre. Alors, il y a des associations comme COPFUN à Toulouse qui organisent des rites funéraires personnalisés à votre convenance et pas avec les tarifs des pompes funèbres, par exemple. Il y a des choses qui existent. On peut aller vers ça. Ça procède de la même démarche de se prendre en main et de pas forcément rentrer dans des clivages économiques et pas des moindres, hein, parce que les pompes funèbres, c'est pas donné. Et puis, il y a aussi une question de respect, enfin, de comment on accompagne nos funérailles, finalement. C'est aussi dans la continuité de la fin de vie. Et tout ça, il faut le faire évoluer. Il y a des associations Homo sapiens, enfin, voilà. Mais tout ça, ça fait son petit chemin et ça va finir par passer. Hein. Il y a un atelier au Contre-Salon de Bordeaux là-dessus, hein, qui s'appelle Apprivoiser la mort. Dont j'ai l'honneur d'être l'animatrice, et donc vous êtes invité à y participer. Et il y a aussi un livre qui va sortir là-dessus, de la vie vieille, l'association que j'ai créée, que je préside, qui va sortir d'ici la fin de l'année, je pense, sur les nouveaux rites funéraires. Les nouveaux rites funéraires. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a un renouvellement complet de la réflexion là-dessus. Et notamment un de mes collègues belges que j'aime bien, avec qui je travaille beaucoup, qui est lui-même à une consultation d'euthanasie et qui accompagne beaucoup de gens qui demandent à être euthanasiés, et qui dit que, de façon extrêmement paradoxale, les gens qui recourent à cette pratique de choisir l'heure de leur mort sont demandeurs d'imaginer leur rite funéraire, leur rite mortuaire. Et ça vient du patient lui-même, et c'est lui qui organise le rituel auquel il va inviter ses proches et sa famille autour de lui pour passer de l'autre côté. Et il ne s'attendait pas du tout à ça, et à ce qu'il y ait une demande de renouveau de rites qui accompagne ces pratiques qui sont en principe assez transgressives. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'il y a des prêtres en Belgique, catholiques, protestants, qui sont prêts à venir s'associer à ces rites, les accompagner religieusement, alors que vous connaissez la position de l'Église catholique sur ces pratiques, quoi. Donc voilà, les choses évoluent extrêmement vite et de façon très intéressante, et c'est tout à fait intéressant de voir ce qui se passe et de comprendre un peu mieux tout ce qui se passe là-dessus. Je voulais je fais un pas de côté et je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire je ne suis pas sur la mort, mais sur la fin de vie. Je voulais témoigner d'une personne qui habite sur Auch et qui a voulu mettre en place une maison de fin de vie. Elle ne voulait pas l'appeler comme ça, mais je vous le dis. Donc il y aurait eu
très peu de chambres, 3 chambres. Ces chambres auraient été aménagées pour chaque personne fin de vie. Elle serait venue avec ses meubles et avec l'aide de soignants, mais elle, son accompagnement psychologique est très bienveillant. Et elle s'est battue pendant 2 ans pour essayer de monter ça, et elle n'y est pas arrivée. Elle a abandonné, ça a été trop précurseur, je ne sais pas, mais effectivement, tout le monde ne sera pas un habitat partagé. Beaucoup de femmes vivent seules, et à un moment donné, voilà, si on veut penser sa fin de vie, enfin, parce qu'on est malade, hein, parce qu'on est en fin de vie, ça pourrait être une solution, voilà. Donc, mais on avance, mais on n'est pas prêt pour tout, quoi. Oui, c'était un petit peu revenir sur cette idée de la manière dont ma réflexion aussi a évolué par rapport à penser un habitat partagé senior sur une petite ville de 10 000 habitants. J'y travaille depuis 2 ans, bon, au titre d'un débroussaillage préalable au montage d'un groupe. Et en ayant rencontré le CNAV l'année dernière, donc je suis entrée dans le mouvement, et un petit groupe se crée sur cette petite ville, et je pense que ça va être la plateforme de départ pour notre fusée Habitat Partagé Senior. Et ma réflexion a évolué, et je pense vraiment que dans la charte devra être intégré l'accord sur un accompagnement de fin de vie, d'emblée, dans la charte de l'habitat partagé senior, une manière de contourner enfin l'expédition vers l'EHPAD, les glissements vers l'EHPAD. Voilà, ça fera partie du deal de départ. Voilà. Probablement beaucoup des gens qui veulent aller dans un habitat partagé, c'est précisément pour éviter la case EHPAD. Donc voilà, je pense que... Oui. Oui, mais c'est vrai que dans les gens que j'avais qui commençaient à réagir positivement à cette création, il y avait quand même un mouvement un petit peu de peur, enfin de crainte par rapport à cette fin de vie annoncée. Voilà. Donc, ah non, mais moi, c'est pas ça. Enfin, moi, c'est pour des seniors autonomes. J'ai dit oui, mais à un moment donné, si du jour au lendemain, vous ne l'êtes plus, on fait quoi? On vous délocalise à nouveau? Voilà, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. C'est éviter, pour l'avoir vu dans mes proches, c'est éviter ces délocalisations successives qui font que les gens ont des vies d'une certaine façon abrégées parce qu'ils perdent leurs repères, ils perdent leur espoir, enfin ils perdent leurs liens sociaux, une grande partie de leurs liens familiaux. Et ce dépaysement peut être fatal. Je l'ai vu chez des proches, je pense que ça a raccourci leur vie. Donc je crois vraiment qu'il faut intégrer dans la charte de départ cette idée d'un accompagnement jusqu'au bout, autant que faire se peut, bien entendu, hein, sauf grosse intervention du médical. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Oui, je crois que c'était ça, sur l'idée de la fin de vie. Oui, je ne sais plus. Oui, maintenant, tu pourras reprendre la parole. Derrière toi, Daniel. Oui. Jeanne-Marie, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de ce monsieur âgé qui vous demandait de l'aide et que vous disiez il faudrait qu'il me convainc. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on convainc un tiers. Je demande à ce qu'on accepte ma parole sans avoir à convaincre un tiers. Le problème, c'est que pour avoir accès aux produits en France, il faut passer par une ordonnance et par un médecin. Donc, il faudrait déjà dépénaliser la prescription de produits laitaux, ou bien alors mettre en vente en accès libre la production des produits laitaux. Je ne vois pas pourquoi on a interdit en France le petit bouquin sur suicide, mode d'emploi. Hein. On n'est pas étonné de voir quantité de gens qui absorbent quantité de drogue. Voilà. Mais par contre, on va interdire le petit bouquin suicide, mode d'emploi, qu'on trouve d'ailleurs sur Internet. Hein. Bon, mais moi, ce que je demande, c'est avoir chez moi ce qu'il faut pour arrêter quand je veux. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce que j'ai chez moi ce qu'il faut que je vais arrêter demain. Mais c'est parce que j'ai chez moi ce qu'il faut que je n'ai pas peur de demain. Mais le problème, c'est que qui va m'administrer ce que j'ai chez moi qu'il faut si je fais un AVC massif?
qui le fera, sans risquer la casse-prison. Voilà. Ben moi, je veux que la personne qui le fasse ne risque pas la casse-prison, parce que j'aurai écrit des directives anticipées qui sont en train quasiment de disparaître des textes. Et que j'aurai une personne de confiance qui est en train de disparaître quasiment, enfin, complètement des textes. Voilà. Et parce que tout le pouvoir est donné au médical. Je suis médecin, je ne veux pas de ce pouvoir-là. Merci. Patrick, Véronique, tu veux réagir ou pas? Oui, mais on peut attendre. Merci. Excuse-moi, allons. Alors justement, sur ce sujet, parce que tout à l'heure vous disiez, vous, donc en parlant du CNAV, que vous n'avez pas, par rapport à ce qui est proposé actuellement, enfin, ou la loi qui est censée aboutir, alors qu'il y avait eu un rapport d'une commission de citoyennes et de citoyens qui ont planché là-dessus, et vous dites ça va pas dans notre sens, on n'a pas vraiment obtenu ce qu'on demande. Mais où est-ce que ça coince alors? Parce que les religions n'ont plus la puissance qu'elles avaient auparavant, donc que ce soit à l'époque de l'avortement, tout ça, les religions avaient une grosse puissance. Elles sont quand même, au niveau de la France, on voit bien qu'il y a, avec les associations comme la DMD, tout ça, qu'il y a une majorité maintenant qui demande à décider de leur fin de vie. Alors, est-ce que ce sont des politiques beaucoup sont des médecins qui font ces blocages, alors que sur le point de vue du passé, on sait très bien que beaucoup de médecins pratiquent la dernière piqûre, c'est arrivé, on le dit pas, mais ça se fait d'une manière dissimulée. Alors, est-ce que ce sont ces politiques-là qui ont des professions médicales qui coincent, ou est-ce que ça coince? On sait que Bayrou a séparé le texte en deux, mais où est-ce que ça coince? Vous qui les rencontrez plus, je suppose, en étant sur Paris, que disent les sénateurs? Que disent les députés par rapport à ce sujet de la décision de fin de vie? Alors, pour Madame Jeanne-Marie, c'est ça? J'étais la troisième personne à qui ce monsieur demandait ça. Il avait déjà demandé ça à sa femme de ménage et à sa gardienne. Donc, il se trouve que je suis médecin, mais je ne pense pas que c'était parce que j'étais médecin qu'il me l'a demandé. C'est vous dire que c'est pas du pouvoir médical qui m'a fait dire non. Ce que je pense, c'est que une société, si elle élabore une loi et qu'elle adopte une loi, il faut qu'elle assume cette loi. Et il faut donc qu'elle organise ensuite l'accessibilité à cette loi et l'accessibilité à ce droit. Et c'est en ce sens qu'elle peut considérer que, voilà, non, elle ne veut pas, c'est un droit trop libre et trop grand que de dire aux gens, vous avez le droit d'acheter la pilule et de l'avoir dans votre placard et de faire ça quand vous voulez chez vous. Parce que, à ce moment-là, il y a des gens qui vont dire, pourquoi pas moi à 40 ans? Ou pourquoi pas moi parce que, je ne sais pas quoi, j'ai perdu une personne très chère. Ou pourquoi pas moi, voilà. Et ça, je pense qu'il y a suicide et suicide, quoi. Écoutez, peut-être, mais je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui, il y ait autant je pense qu'il y a une grande majorité de Français qui sont demandeurs qu'il y ait une loi sur la fin de vie à l'extrémité de la vie et dans un certain état, autant je pense que le suicide, en soi, une société ne peut pas donner la liberté de se suicider quand on veut à n'importe qui, parce que c'est aussi non-assistance à personne en danger. C'est aussi un symptôme d'avoir envie de se suicider, d'avoir envie de mourir. Pardon, madame, mais je vais continuer si vous voulez bien. Donc, voilà, je crois que à ce moment-là, c'est hors la loi. Après tout, tout le monde a le droit à la liberté de se procurer sur Internet ce qu'il veut et de travailler hors la loi, comme on l'a vu pour Ultime Liberté récemment, avec les conséquences qu'on a vues. Bon, mais vous ne pouvez pas demander à une société en même temps d'adopter une loi et de ne pas faire en sorte de protéger ses ressortissants les plus vulnérables d'une part, et d'autre part de faire en sorte que ce soit accessible à certaines conditions et d'accompagner le mouvement pour donner les moyens pour que ce soit accessible à tout le monde dans ces conditions-là. Donc ça, c'est une première réponse. Quant à la loi, où est-ce qu'elle en est? Eh bien, je pense que malheureusement,
nous avons été tellement lents à la préparer, à la débattre, etc., que nous avons vu monter parallèlement la droite, ou en tout cas une ambiance très réactionnaire aujourd'hui en France, partagée par beaucoup de gens, pas forcément que de droite. Voilà. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là ont une place très importante dans les endroits de pouvoir. Ils sont notamment soutenus par des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont d'extrême droite et qui défendent les valeurs chrétiennes, la spécificité française, je sais pas quoi, et qui mettent absolument tout leur poids pour que cette loi ne soit pas votée. Donc je pense qu'elle finira par être votée à minima, comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale, et que déjà c'est un pas, parce qu'on a franchi le Rubicon, on a transgressé. On a dit « OK à l'aide à mourir ». C'est une première. Mais pour l'instant, ils ont limité le champ avec des conditions extrêmement précises et répressives pour ne pas que ça s'étende. Et je pense que ça va encore être réduit au Sénat. Parce que le Sénat est beaucoup plus à droite, comme vous le savez, que l'Assemblée nationale. Voilà, donc je ne suis pas très optimiste pour l'élargissement de la loi dans les mois qui viennent. Et je ne sais même pas si on arrivera à faire en sorte qu'elle soit véritablement adoptée avant la fin du quinquennat, si par hasard on arrive jusqu'à la fin du quinquennat. Et si par hasard il y a une dissolution d'ici là, et si par hasard il y a une réélection présidentielle, on redémarre tout à zéro. Donc non, on n'est pas bien parti sur ce sujet-là. Et je ne pense pas que ce soit uniquement le fait des parlementaires. Je pense que c'est le fait de cette réaction très très forte et très appuyée financièrement aujourd'hui. Exactement. Terrain Bolloré, il a dit, votre camarade. Alors moi j'aimerais revenir sur 2 points. Je suis beaucoup plus jeune que la plupart d'entre vous. Je voudrais apporter un témoignage sur la fin de vie. J'ai un ami suisse qui a pu légalement mettre fin à sa vie. C'est un processus long, avec un suivi médical, psychologique, etc., etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, ça, c'était juste le petit témoignage. Et j'aimerais revenir sur un autre point qui est plus sur quand on est encore vivant. Les enfants très jeunes ont besoin de soutien, c'est tout à fait naturel. C'est valable pour la plupart des espèces. Et les anciens, ils ont aussi besoin de soutien. Et c'est tout à fait naturel. C'est valable pour la plupart des espèces. Et il y a nécessairement besoin d'un genre de contrat social entre les valides et ceux qui le sont moins. Alors je dis valides, ceux qui peuvent être parfaitement autonomes du matin au soir et ceux qui le sont moins. Et peu importe l'organisation qu'on choisit, on peut pas faire ça en fait. On est obligé de trouver un équilibre. Si on laisse les enfants livrer eux-mêmes, ça marche pas. Et si on laisse les vieux mourir dans leur coin, ça marche pas mieux en fait. Voilà. Je ne sais pas où se situe l'équilibre, mais ça paraît évident qu'il faut sans cesse le rechercher. Merci, c'est très juste. C'est très très juste. D'autres points que vous voudriez évoquer? Un petit point d'actualisation sur justement Ultime Liberté. J'avais été par hasard à côté d'un des responsables. Ah, ça marche pas. Oui, j'aurais voulu une actualisation de la situation de Ultime Liberté. Ce sont des gens que j'ai découverts récemment là, lors de la journée numéro 4 sur l'habitat partagé. J'étais à côté d'un des responsables. Donc j'ai découvert le mouvement tout en même temps. Et il me disait pouvoir procurer à la personne qui le souhaitait le produit létal de bonne qualité et sans volonté commerciale, quoi. Voilà. Alors, Ultime Liberté. Alors, Ultime Liberté, ils sont poursuivis en justice et ils rentrent en procès le 15 septembre pour avoir informé leurs adhérents sur la façon de se procurer ce fameux produit et sur le nom et la dose et l'endroit où on peut l'obtenir.
Voilà, donc je crois que c'était en octobre 2018 ou 2019, je ne sais plus, il y a eu une perquisition policière chez 150 personnes en France, le même jour, le même matin, à 8 heures du matin. Ces 150 personnes avaient ce produit chez elles, qu'elles s'étaient procuré sur Internet. Et les flics ont fait cette descente et ont récupéré tout ce médicament qui n'est pas légalement disponible en pharmacie en France. Et Ultime Liberté est en procès, là, prochainement, pour avoir informé, était l'une des personnes, enfin l'une des entités morales, des personnes morales qui ont informé sur la façon de se procurer ce produit. Donc non, aujourd'hui, ils le procurent peu, et de toute façon, ils ne l'ont jamais procuré. C'est-à-dire, ils ont dit aux gens, si vous voulez véritablement avoir cette pilule chez vous, voilà comment il faut faire, voilà le nom de la pilule, voilà la dose, et voilà le circuit pour l'obtenir. Pour votre gouverne, ils ont remonté la piste pour savoir d'où venaient les noms, le fichier, machin, etc. Et c'est l'intermédiaire américain qui a été dénoncé et chez qui les flics américains sont descendus et ont trouvé la liste de tous les membres français et internationaux à qui ce monsieur avait procuré la drogue en question. Et ce monsieur a été dénoncé par qui? Un évangéliste. Madame? C'est qui a le micro? C'est toi qui l'avais en dernier, non? C'est moi qui l'avais en dernier. Non, c'est Marie-Luce qui l'avait. C'est Marie-Luce, pardon. Oui, très bien. Ça va. Je voulais juste partager une expérience qui a été faite en Allemagne, aussi avec une machine. On met en disposition des gens qui veulent mourir. Et là, il y a une vieille dame qui a changé la date parce qu'elle était invitée à l'opéra. Donc, je voulais juste dire, si on dit la société doit protéger, si on vit dans une société où il y a le vieux qui sont dans des conditions insupportables dans des maisons de retraite, je trouve cette société a un intérêt de donner la pilule à qui que ce soit sans condition. Si on est dans une meilleure, c'est mon point de vue, non? Et en États-Unis, à un moment donné, ils ont fait une expérience, je ne sais pas sur quelles conditions, ils ont donné la pilule et ils se sont attendus à une grande vague de suicides et en fait non. Les gens étaient rassurés, ils pouvaient, ça ne veut pas dire, ils font tout de suite. Et je crois que cet aspect, c'est un peu oublié. On vit dans une société où c'est tellement la merde, la fin de vie et aussi souvent la merde, comment en mourir. Là, je trouve, si on ne veut pas mettre l'argent pour s'en occuper, il fallait la pilule, voilà, pour moi. Voilà. Alors, c'est ce que dit la gauche, hein. C'est ce que dit la gauche au niveau du Parlement. Les débats sont très violents à gauche et ils disent, vous adoptez cette loi, vous nous proposez cette loi, M. Falorni et un consort, Mme Firmin Lebaudot, etc., parce que vous ne voulez pas mettre d'argent dans les EHPAD. Et c'est un scandale. Et vous devez mettre beaucoup plus d'argent dans les EHPAD pour que les gens n'aient plus envie de mourir et qu'ils se sentent bien accompagnés. Et après, on verra la loi sur la fin de vie. Bon, voilà. Moi, dans mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un demander une aide à mourir parce qu'il était maltraité, ou parce qu'il était pauvre, ou parce qu'il était précaire, ou parce que, etc. C'est autre chose qui se passe. C'est à un moment une espèce de conviction existentielle. Et franchement, dans tous les pays, ça a été comme ça. Au Canada, en Belgique, etc., il n'y a absolument pas de dérive de demande d'aide à mourir pour des questions de mauvais traitement ou de précarité ou de mauvais EHPAD ou de mauvais vieillissement. C'est deux choses radicalement différentes. Et oui, moi je suis pour la liberté de demander sa mort si on pense vraiment que c'est la meilleure issue pour soi. Mais ce que je dis, c'est que si on est dans une société comme ça,
oui, il faut être solidaire et assumer cette solidarité. Et si on dit assumer cette solidarité, c'est forcément avec un minimum de conditions. Du reste, l'avortement, c'était pareil. Hein. L'avortement, voilà. Et moi, je pense franchement, sincèrement, que voilà, c'est un ultime acte de soin et que les médecins, ça fait partie de leur job. Ça fait partie de leur job. Regardez le deuxième procès de Ultime Liberté. C'est une vieille dame à Grenoble, membre de Ultime Liberté, qui a demandé à Ultime Liberté de l'aider à mourir. Ça s'est mal passé. Elle a été obligée d'être hospitalisée parce que ça n'a pas marché. Et le fils fait maintenant un procès. Et oui, parfois ça se passe pas bien, quoi. C'est pas évident. Et donc moi je pense que la société doit être solidaire de ce moment-là, qui est le moment ultime, et on doit aux gens que ça se passe bien. On le doit à eux, à leur famille, à tout le monde. Voilà. Plusieurs demandes de prise de parole. Allez-y. Alors, je vais peut-être jouer un peu la provocatrice. Quand je vois l'effort qu'a fourni la police pour retrouver ces petites pilules chez tous ces gens, je crois qu'il est quand même plus facile finalement d'être dans un point de deal. Ok. Brigitte. C'est une question historique. Pour quelles raisons le gouvernement a décidé de créer ces EHPAD et pourquoi ça a fait que tout est passé au privé? Alors, le gouvernement a décidé de créer ces EHPAD à un moment où les hospices qu'il y avait avant et les maisons de retraite étaient dans un état de grande déliquescence publique. Et il n'y avait plus d'argent. Et donc, à ce moment-là, ils ont décidé d'ouvrir au privé pour que, justement, il y ait un peu d'argent qui revienne dans le dispositif. C'est ça qui s'est passé. Et alors, comme ça a été donné au privé et que ça a été essentiellement des projets immobiliers, eh ben, ils ont fait de la cavalcade financière dessus et essayé de s'enrichir au passage. Et comme il y avait des possibilités assez faciles de détourner l'argent qui était dû pour les soins ou pour la dépendance sur l'immobilier, ben c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est assez schématique, mais en gros, c'est ça. Alors moi, je voudrais revenir peut-être sur ça fait partie de leur job. Alors effectivement, je crois que les médecins ont toujours eu à faire face à ce genre de demande et au cas par cas, on fait souvent bien ce qu'il fallait, comme il fallait. Mais le problème, c'est que si ça fait vraiment partie du job, ça veut dire que les jeunes vont être formés comme ça, c'est-à-dire que ça fait partie de votre arsenal thérapeutique et il y a peut-être un jour où c'est les médecins qui convaincront que les malades qu'il vaut mieux mourir. Moi, j'ai entendu parler du concept d'anorexie terminale qui commençait à faire son chemin, c'est-à-dire qu'une jeune femme de 25 ans qui fait 35 kilos, on va lui dire, bah, écoutez, il vaut mieux mourir. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de dérive. Moi, c'est ça que je crains. C'est un pied dans la porte. Il faut pas nier que, bien sûr, on parle de cas où on parle de la réalité, mais à cette réalité, il y a tout un tas d'imaginaires qui se mélangent. Et là, l'imaginaire, il est incontrôlable. Parce que, donc, moi, je suis très, très prudente avec cette histoire, parce que le jour où c'est le médecin qui vous convaincra, c'est autre chose. Alors, peut-être, hein, mais je pense vraiment qu'une fois de plus, j'ai jamais vu ça dans ce sens-là. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde où cette pratique est possible, le consentement est la pierre centrale du dispositif. Et jamais un médecin ne le propose. Le médecin, il est là pour consentir. Non, mais les nouveaux médecins aujourd'hui, ils sont plutôt en recul sur cette question-là. Et l'autre chose, c'est sur l'anorexie terminale. Bon, là, il y aurait beaucoup à dire, mais nous, on l'a vécu aussi au centre d'éthique clinique beaucoup. C'est pas du tout ce profil-là, quoi. Pas du tout, du tout. Voilà. Pour revenir à la fin de vie, comme vous le savez, donc il y a la Belgique, la Suisse, mais également la Hollande qui ont des lois très, à mon sens, très permissives. Et si j'ai bien compris, en début d'année, une jeune femme hollandaise a été autorisée à se donner la mort, enfin je ne sais pas comment il faut dire, se donner la mort ou quoi que ce soit, alors qu'elle n'était atteinte d'aucune maladie incurable et qu'elle avait moins de 30 ans.
Donc, si vous voulez, moi, quand j'entends cette information-là, et quand même notre pays est au milieu de l'Europe, pour ne pas dire au milieu, mais faisant partie de l'Europe, je vois comment nos mentalités, elles sont complètement bridées sur un sujet aussi délicat qu'est la fin de vie, et je suis en accord avec tout ce qui a été dit précédemment, hein. Chacun, chacune, aujourd'hui, devrait avoir son mot à dire quant à sa fin de vie, quoi, et faire que chacun puisse faire son apprentissage. Or, malheureusement, actuellement, nous sommes complètement pieds et poings liés, nous sommes absolument incapables d'évoluer, parce que dirigés par une équipe de plutocrates, et ça c'est fait de plusieurs décennies. Et pour continuer avec la Hollande, ça fait au moins 40 ans ou 50 ans qu'ils ont une loi très permissive par rapport au hashish, par exemple, où chacun peut fumer son pétard, et voilà. On va bientôt conclure. Anna? Non, c'est bon? D'accord. Alors, en fait, nous avons, grâce à Véronique, glissé sur le dernier temps de notre journée de réflexion partagée, qui est quelles alliances un habitat partagé serait inspiré de nouer pour aller jusqu'au bout de ce projet, qui est de faire de l'habitat partagé son lieu de vie jusqu'à la fin de sa vie. Et j'ai tenté, au fil des échanges que vous avez alimentés, j'ai tenté de noter en synthèse les quelques éléments d'alliance, de coopération dont un lieu partagé pourrait bénéficier. La première chose que j'entends, c'est peut-être même la communauté humaine de l'habitat partagé. Elle porte en elle sa richesse. Et alors par les individus qui la composent, mais j'ai entendu dire aussi que, je pense que c'était Geneviève qui disait, et moi si je suis très dépendante et mon compagnon est aussi fatigué que moi, donc je me disais que dans cette communauté, peut-être que d'avoir une diversité d'âge, une génération c'est 25 ans, mais de savoir en fait renouveler la communauté de l'habitat partagé par des jeunes vieux. En tout cas, c'est une question, c'est pas une affirmation, mais c'est la pensée à laquelle je vous soumets. Je rebondis sur ce que Anne-Marie disait, de faire de l'habitat partagé un lieu de rencontre, une sorte de pôle attractif pour le territoire qui est autour, et par les rencontres, on va susciter des coopérations, des possibilités qu'on n'imaginait pas, et des sources d'entraide. Donc faire de le lieu un pôle d'attraction, de rencontre, et ce qui permet, ce que disait aussi Anne-Marie, la réciprocité, et faire par exemple d'un habitat partagé pour d'autres organisations, des lieux de répit pour telle ou telle personne. Donc comme un échange de bons procédés. J'ai aussi noté, toujours sur cette communauté humaine de l'habitat partagé, la nécessité d'écrire une charte. J'ai appelé ça la charte de solidarité. Jusqu'au bout, on veut être solidaire. Comment on peut s'y prendre pour le faire? Et j'ai ajouté le mot de voisinage que l'un d'entre vous à utiliser. Je trouve que faire connaissance davantage avec ses voisins, voir parce qu'on est proches les uns des autres, on peut susciter de l'entraide, de la bienveillance, et donc cultiver non pas simplement son jardin, mais son voisinage. Parmi les autres sources d'alliance, j'ai noté la mairie, ou en tout cas les services d'une mairie d'un territoire, les acteurs locaux, les acteurs médico-sociaux et sanitaires, l'EHPAD. Il peut y avoir un EHPAD qui se voit comme centre de ressources pour un territoire autour, et donc mettre à disposition des compétences qui exercent dans l'EHPAD, mais pour aider des personnes à vivre à domicile. Et bien sûr, les associations d'aide à domicile, dont parlait Véronique. Toujours dans le territoire, il peut y avoir trouvé des gardes de nuit, ce qui a été évoqué dans notre réunion. Et puis, autrement, des unités médicales qui permettent soit l'hospitalisation à domicile et éventuellement une unité de soins palliatifs mobile qui viendrait régulièrement permettre
à une personne de gérer sa douleur, de gérer sa fin de vie. Voilà les quelques éléments d'alliance que j'ai pu repérer. Est-ce qu'il y en a d'autres par différence qui vous viennent à l'esprit, qu'on n'a pas évoquées? On pourrait parler de psychologues, peut-être, de vie culturelle qui arrive à l'habitat partagé si l'habitat partagé n'est pas lui-même un pôle culturel. Le curé du village, il y a tout l'aspect spiritualité, absolument. Il pourrait y avoir le sport, l'activité physique. Oui, des associations autour. Oui. Donc, en fait, on va marquer tissu associatif autour de l'habitat partagé. Ou de l'EHPAD, bien sûr. Si. Oui. Bien sûr. Oui. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Je crois que vous avez mérité une belle pause. Félicitations à vous. On se donne une demi-heure là. Là, on a bien le droit de décompresser.